addicts, ce soir on parle de l'épisode 8 de la saison 7, Tournant. Quel épisode! Le simple fait de voir les côtes écossaises et la joie intense de Jamie à la fin de l'épisode, ça fait juste waouh! Tout l'épisode se synthétise dans cette scène finale qui est vraiment phénoménale. Alors je vais détailler tout ça. Il y a tellement de belles choses dans l'épisode que je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant de cela, je voulais vous dire que je serai là pendant la suite du Droughtlander, comme je l'ai toujours fait ou comme j'ai toujours essayé de le faire. J'ai plusieurs suggestions et puis d'autres idées germeront sûrement, je me connais. Donc j'ai commencé à m'intéresser de très près à Clanlands 2 et à Men in Kilts 2, la saison 2 en Nouvelle-Zélande. Cette série documentaire avec Sam Yuan et Graham McTavish. Et comme il n'y a absolument aucune nouvelle sur une diffusion ou un sous-titrage en France, j'ai commencé par rédiger un article synthèse que vous trouvez sur mon site internet. Et vous y trouverez des liens vers des contenus en français. Alors, les vidéos, globalement, sont toutes protégées dans l'écran de ma communauté Patreon parce que YouTube, malheureusement, bloque la publication de nombreuses vidéos. Et comme je ne veux pas prendre le risque de perdre mon compte YouTube, je m'adapte. Vous avez donc de nombreux extraits traduits de la série sur Patreon et nous continuons à discuter du livre et de la série lors de nos visios mensuels. Pour l'instant, on a parlé de la moitié du livre, tout est en replay. Et puis, lors de notre futur visio de janvier et de février, on parlera de la suite et la fin du livre. D'autres idées pour occuper le Droughtlander, pourquoi ne pas parcourir mon site internet ? Il y a tellement de petites pépites qui s'y cachent. Il y a des onglets pour faire des recherches. Enfin, il ne faut pas hésiter à fouiller. D'ailleurs, je prévois dans les prochains mois une refonte de ce site internet, un nouveau design. Mais là, c'est pas fait. Il y a beaucoup de travail, donc vous verrez ça en temps voulu. Vous pouvez aussi parcourir ma chaîne YouTube, ou plutôt, je devrais dire mes chaînes YouTube, parce qu'il y en a deux. Il y a une chaîne qui regroupe toutes mes traductions de scènes coupées et d'interviews qui sont antérieures à 2023. C'est Outlander Addict Traduction. Vous la connaissez, parfois j'y mets des liens, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le forum des addicts. C'est un forum qui permet d'approfondir des sujets ou des thèmes qui sont en lien avec les livres ou la série dans le cocon protecteur d'un forum réservé. C'est-à-dire c'est pas un réseau social, c'est pas Facebook. Il y a énormément de respect entre les membres, on peut parler de tout et échanger des avis différents, c'est pas un souci. Nous y parlons aussi de nos lectures et des autres projets des acteurs. Et d'ailleurs, sur Patreon, j'ai lancé une chaîne de lecture du livre d'Excellents voisins de Saskia North. Donc, c'est le livre qui a servi de trame à l'adaptation de la série The Couple Next Door, dans laquelle Sam Yuan tient un des rôles principaux. Il y a 3 ou 4 exemplaires, je crois, du livre qui circulent entre nous. Et donc, une fois qu'il est lu, il est envoyé à l'addict suivante sur la liste. Donc là, je ne sais pas, mais je pense qu'on est au moins à une vingtaine à l'avoir eu entre les mains. Mais bon, je m'égare. On est là pour parler de l'épisode 8 et il y a tellement à dire. Et donc, je vais commencer par mes impressions générales. Alors, avant de me lancer dans l'épisode 8, quoique ça en fait partie, je voulais revenir sur un élément dont j'ai parlé dans le décryptage de l'épisode 7, l'épisode précédent. Je parlais de la scène d'adieu entre Claire et Jamie, et je vous faisais remarquer que Jamie porte une sorte de prothèse en cuir à la main gauche, ce qui, dans le déroulé de l'épisode précédent, ne pouvait pas vraiment s'expliquer. Et j'ai fait l'hypothèse que c'était probablement une scène tournée pour l'épisode 8 qui avait finalement été montée dans l'épisode 7. Eh bien, les indices que l'on recueille dans cet épisode 8 semblent confirmer complètement cette hypothèse. D'abord, il y a les vêtements de Claire et Jamie dans l'épisode 7, donc juste avant la bataille, dans la scène d'adieu qui pose question. Claire porte une chemise dans les tons blanc, beige, beige blanc cassé. Ses cheveux sont coiffés avec un chignon assez bas dans la nuque. Et lorsqu'on la retrouve en début d'épisode 8... Donc, on va dire le lendemain de la bataille, au petit matin, elle porte un chemisier différent et elle n'est pas du tout coiffée pareil, alors que la scène, est supposée avoir lieu quelques heures après. Mais en revanche, on retrouve ce look chemisier blanc cassé, chignon bas, plus loin dans l'épisode quand elle parle de la bataille avec Yann ou quand elle rencontre Benedict Arnold, par exemple.
Et de la même manière, Jamie, blessé sur le champ de bataille, porte un pantalon. Euh, et d'ailleurs, quand au début de cet épisode 8, hein, quand Claire le relève, on voit bien qu'il est en pantalon. Alors que lors des adieux, dans l'épisode 7, et pendant la deuxième bataille de Saratoga, qu'on voit là dans cet épisode, il porte un kilt. Alors autant on pourrait, allez, à la rigueur, on pourrait admettre que Claire ait pu se changer entre-temps, hein, dans la nuit, autant notre guerrier préféré qui passe d'un pantalon à un kilt ou d'un kilt à un pantalon, ouais, là, ça le fait pas. Donc, clairement, une scène qui a été déplacée. Et puis, il y a un autre indice de taille. Hein. Jamie est blessé à la main lors de la toute première bataille de Saratoga. Là, c'est ce qu'on voit dans cet épisode. Et ça explique donc qu'un peu plus tard, il porte une prothèse à cette main, puisque Claire l'a opéré. Alors maintenant, on va parler plus spécifiquement de l'épisode 8. Son titre, tout d'abord, Turning Points, traduit en français par tournant au pluriel. Donc ça, c'est la traduction littérale, hein, même si évidemment, je trouve en français, c'est moins impactant. Enfin, un titre d'un seul mot, voilà, c'est tout de suite moins poétique. Enfin, mais on comprend bien le choix de ce titre. De nombreux personnages sont à un tournant de leur vie dans cet épisode. La bataille de Saratoga elle-même est un tournant historique dans la guerre d'indépendance. Le réalisateur, c'est le même que l'épisode 7, Joss Agnew. On lui doit de très beaux plans, et je pense notamment au tambour hein, qui sonne le réveil en ombre chinoise sur un ciel bleu, mais avec un soleil levant. On lui doit aussi l'exceptionnelle réalisation de la scène de bataille. L'assaut sur la redoute étant, de mon point de vue, tout à fait remarquable. C'est beau à regarder. Et on peut aussi le saluer car il a filmé la scène finale sur le bateau bien avant le tournage de l'épisode en lui-même. Alors vous vous souvenez peut-être en début de saison, hein, lorsque Claire est prisonnière sur le bateau du gouverneur, épisode 1, eh bien voilà, c'est à ce moment-là que la scène finale a été tournée, puisqu'il y avait un bateau à disposition, donc ils l'ont utilisé. Et là, c'est une véritable prouesse, hein, tant pour le réalisateur que pour les acteurs qui ont dû se placer dans des émotions bien différentes. Même si la mise en scène et les costumes aident sans doute beaucoup les acteurs à s'immerger dans leur scène, ça reste une belle performance. Le scénariste, si vous avez l'habitude de mes décryptages, vous en avez forcément déjà entendu parler. Il s'agit de Luke Scalaz. Il a écrit tellement d'épisodes que j'en ai perdu le compte. Alors en moyenne, c'est 2 par saison, depuis la saison 4. Un épisode notable pour moi, c'est le dernier épisode de la saison 6, I Am Not Alone. Je ne suis pas seule. Ce scénariste a une écriture assez efficace. Le seul reproche que je lui fais sur cet épisode, c'est qu'il n'a pas mis le mot soldat, dans la bouche de Claire. Et je pense que Tony Graffia aurait pu lui souffler l'idée dans le salon des scénaristes. Regardez un peu la petite vidéo où j'ai synthétisé tous ces moments soldier de Claire. All right, well, on your horse, soldier. On your feet, soldier. On your way, soldier. Rest easy, soldier. Hurry back, soldier. Welcome home, soldier. I love you, soldier. Alors, il y a une petite différence de temporalité entre le 18e et le 20e siècle. Au 20e siècle, avec les Mackenzie, les événements se déroulent sur, je dirais, moins de 24 heures. Tandis qu'au 18e, je crois qu'il s'écoule au moins 2 semaines pour la partie bataille. Et puis ensuite, il y a un énorme bond temporel jusqu'à l'arrivée sur les côtes écossaises. On ne voit pas tout le trajet en bateau, qui dure 3-4 mois, je pense. Alors, en revanche, pour les 2 époques, l'épisode reprend exactement où il s'était arrêté dans l'épisode 7, sur le champ de bataille avec Jamie inconscient sur le sol, et puis dans la nuit de la disparition du petit Jem au XXe siècle.
Alors je vous parle de la title card, car elle n'est pas si facile à interpréter au premier abord ou au premier visionnage. Alors on commence par un plan à l'envers, hein, sur une botte qui est accrochée dans un étrier, puis la caméra se retourne, et puis du sang s'écoule de la botte. Et donc il s'agit en réalité de la botte de Benedict Arnold, la botte de son pied gauche. Certains ont pu croire qu'il s'agissait de la botte du général Simon Fraser, puisque c'est quand même la blessure, et puis on va dire le soldat blessé de cette bataille qui est le plus marquant dans l'épisode, puisqu'il meurt, hein. Mais ça collait pas, hein, que ce soit Simon Fraser, parce que lui a été touché à l'abdomen, donc du sang dans la botte, c'était un peu étrange. Et puis d'ailleurs, hein, dans l'épisode, plus tard, hein, sur la fin de la scène de bataille, on voit Benedict Arnold étendu au sol, se tenant la jambe, avec son cheval près de lui. Et puisque je suis en train de vous en parler, je mentionne l'introduction dans cet épisode d'un nouveau personnage historique majeur ayant réellement existé, Benedict Arnold. Je vais y consacrer un de mes thèmes, alors je ne développe pas plus ici, mais voilà, je vais en parler. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il y a encore une fois un grand respect des intrigues présentes dans les romans. Alors évidemment, il y a quelques adaptations mineures, mais ça ne gâche absolument pas l'esprit et l'essence du livre. Aucune intrigue n'est laissée de côté, hein, là, tout progresse, quels que soient les personnages, ils sont tous bien servis, même sur des temps d'écran parfois très courts, et je pense notamment à Brianna, qui n'a pas beaucoup de répliques, mais qui a une présence scénique remarquable. Et j'ai envie de vous dire, si vous regardez à nouveau l'épisode, regardez-la serrer l'écharpe de Jem pendant tout le temps où Roger est en train de s'agiter et de s'énerver. Je saute du coq à l'âne, et j'ai envie de vous parler des décors, et je voudrais mentionner l'impressionnant décor de la Redoute. Je parlais de cette scène de bataille que j'aime vraiment beaucoup. La Redoute, entièrement construite par les équipes de la série, à l'inverse de Ticonderoga où ils avaient trouvé un fort existant et puis rajouté un petit peu des détails par effets spéciaux, ici tout est création. Vous avez d'ailleurs des photos et des explications sur ce décor dans les publications Stars d'après épisode, et vous les trouvez en français, hein, sur mon site internet, et je les republierai aussi sur Facebook et Instagram dans les prochains jours. Un petit mot sur la musique, un petit serment au cœur à la fin de l'épisode avec cette mention, hein, sur fond noir à la mémoire de Sinead O'Connor. Voilà, j'en ai parlé dans le dernier épisode, enfin dans le dernier décryptage, donc je développerai pas, mais voilà, la série a rendu hommage quand même à sa façon, hein, à cette chanteuse. Mais je voulais surtout parler du chant qui accompagne l'arrivée du bateau sur le rivage écossais. Vous avez peut-être reconnu, ou vous avez vu par après, que c'était la voix de Grégoire Labro qui interprète la voix masculine du générique de la saison 6, et aussi le chant poignant de la saison 2 lorsque Jamie et ses hommes partent à la bataille de Preston Pans. Ah, je me trompe peut-être. C'est peut-être à la fin de l'épisode 9 ou 10. Faudrait vérifier, je sais plus. Et une fois de plus, hein, sa voix, cette musique, moi, me prennent aux tripes et je trouve rendre l'émotion de la scène encore plus forte, clairement. Hein. Alors la chanson, c'est une vieille chanson gaélique qui a été écrite par un Écossais qui a participé à la guerre d'indépendance, mais du côté des loyalistes. Et les paroles disent, en tout cas sur le début, « Je suis fatiguée de la lutte, c'est le temps des tourments, je suis lasse de cet exil ». Ça colle quand même un peu avec Jamie, même si lui n'est pas un loyaliste. Et pour finir, hein, sur les impressions générales, je pense que cet épisode nous a tous beaucoup plu, car il réunit les ingrédients magiques d'Outlander. Des références aux épisodes passés, il y en a des tonnes dans l'épisode. De la romance, et pas que la romance entre Claire et Jamie, je pense à Ian et Rachel. Une belle bataille, du drama, de l'amour filial, Jamie, William, Brianna, Jem, pour ne citer que, des tensions, des twists, un peu d'humour, du voyage dans le temps, les pierres de Craignadoon, l'Écosse, et puis, et je pense que c'est ça qui emporte tout, Claire et Jamie sont au centre de la majeure partie des scènes.
Il y a énormément d'émotions, même dans les scènes avec des personnages que l'on connaît peu. Je pense à Benedict Arnold, ou encore plus à Simon Fraser, et je vais en parler. Hein. La construction autour du personnage de William s'est faite tout au long de la saison grâce aux émotions de Jamie. Hein. Voilà, on s'intéresse à William parce qu'il y a Jamie. Et l'épisode les met enfin face à face. Alors c'était attendu, même si on est encore loin de la grande révélation. Et je vais en parler un peu. Hein. On finit sur un cliffhanger pour chacune des époques, mais ce n'est pas le type de cliffhanger ultra frustrant, comme on a déjà pu avoir par le passé dans la série. Je vais vous parler de mon top et de mon flop juste après. Pour mon flop, je vais vous parler d'un passage qui m'a perturbée et qui est pour moi la seule fausse note de l'épisode. C'est la lumière, au moment où Claire retourne dans la tente pour soigner Jamie à la fin de sa journée, hein, une fois qu'elle a quitté Denzel. Alors suivez ce passage en image avec moi. Nous voyons Claire prendre congé de Denzel, le soleil est bas, visiblement plutôt en phase descendante, hein, on est en fin de journée, mais il fait encore jour. Hein. Et puis on voit aussi, juste avant que Claire n'arrive dans la tente, on voit le soldat qui quitte la tente et on l'entend dire à Jamie « Au revoir, colonel ». Claire entre dans la tente et elle craque une allumette car il fait vraiment noir sous la tente. Et je marque juste une petite pause. Elle craque une allumette. Ce qui veut dire qu'ils en ont sauvé quelques-unes et qu'elles n'étaient pas toutes stockées dans la grande maison parce que sinon elles seraient parties en fumée dans l'incendie. Alors, on peut se dire que c'est normal hein, qu'elle allume une bougie parce qu'il n'y a aucune source lumineuse dans la tente. Mais bon, la toile de tente n'est pas si opaque, elle est jaune. Vu la clarté qu'il y avait à l'extérieur, on devrait voir un peu de clarté aussi sous la tente. Et puis autre chose, Jamie est comme profondément endormi, sauf qu'en fait il vient tout juste d'avoir une conversation avec le soldat. Voilà, pas bien logique tout ça. Ou alors peut-être il manque une scène. Enfin, il y a peut-être quelque chose. Enfin, je sais pas. C'est trop bizarre. Et c'est la deuxième fois cette saison que je suis gênée par des passages jour-nuit de la sorte. Mais passons. Et parlons plutôt de mon top. Alors, j'aurais pu vous parler longuement, et je le ferai, je pense, hein, de la scène d'ouverture qui nous accroche d'entrée à l'épisode et d'une très très belle façon. J'aurais pu aussi vous parler de la scène finale qui est très émouvante et pleine de promesses. Et d'ailleurs, j'en parlerai, pas de souci. J'aurais eu du mal à trancher pour tout vous dire entre ces deux scènes-là. Vous avez eu du mal aussi. Évidemment. C'était la logique. Et vraiment, c'est les deux-là, mes deux scènes top. Mais en fait, j'ai choisi de mettre en lumière une scène symbolique. Quelques images qui pourraient facilement passer inaperçues dans ce si bel épisode. Et j'ai envie d'en parler pour deux raisons. Premièrement, parce que je suis très sensible à ce symbole. Et deuxièmement, parce que je trouve important de souligner des clins d'œil d'auteur tels que celui-là. Alors, de quoi je parle ? Vous ne le savez toujours pas. À la fin de l'épisode, lorsque Claire et Jamie se rendent dans le camp britannique pour que Jamie aille au chevet de son cousin, Claire se retrouve un instant sous le drapeau anglais qui flotte au-dessus d'elle. Pas de dialogue, pas de voix off pour expliquer ses pensées internes, mais franchement, on peut facilement deviner ce qu'elle se dit et deviner ce à quoi elle pense. Et je vous renvoie à une des toutes premières images de la série. Hein. On voit Claire sous le drapeau anglais à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Certainement que la libération par les Américains vient d'avoir lieu. Bouteille de champagne, etc. Nous l'avions peut-être oublié au fil des saisons, mais Claire, à l'origine, elle est bien anglaise. Hein. Et en saison 3, lorsqu'elle est au petit déjeuner avec Frank, il avait failli avaler son thé de travers hein, lorsque Claire avait parlé de prendre la nationalité américaine. Et là, après cette bataille, on la trouve sous ce drapeau et elle y est quasi étrangère. Elle se bat contre lui. Elle est là, en traître. Elle a connu des souffrances pour défendre ce drapeau dans sa guerre, comme elle le dit parfois, au XXe. Et là, elle connaît des souffrances pour s'y opposer au XVIIIe, que ce soit en Écosse, donc dans les premières saisons, ou sur le sol américain, là maintenant. Est-ce que tout ça en vaut la peine ? C'est Denzel qui lui demande hein, dans l'épisode.
La guerre est une véritable cochonnerie, alors c'est pas traduit comme ça, mais bon, elle fait s'affronter des cousins, elle oppose un père et son fils, des amis. J'ai une pensée pour John, qu'on n'a pas revu depuis l'épisode 2. Donc pour moi, ça c'est quand même un vrai top. C'est très court, hein. Mais cette image métaphorique de Claire dont on imagine les pensées alors qu'elle observe ce drapeau, c'est fantastique. Où est son allégeance? Pourquoi se bat-elle? Une chose que l'on retient d'Outlander, c'est que Claire va toujours là où est son cœur. Et souvenez-vous qu'à Alamance, Jamie avait une tunique rouge sur le dos et combattait du côté des Anglais. Et là aussi, si elle avait levé le nez, le pavillon qui battait au-dessus d'elle, ça aurait été un drapeau anglais. Voilà, c'était pour le clin d'œil et pour que vous ne passiez pas à côté de ce beau symbole. Mais arrêtons-nous un instant sur votre scène préférée. Vous avez voté sur Instagram et vous aviez un choix cornélien à faire entre 4 scènes. La scène d'ouverture, j'en ai parlé. La scène où Claire opère la main de Jamie. La scène entre William et Jamie, je vous dois un chapeau, monsieur. Et puis la scène finale avec l'Écosse en ligne de mire. Et c'est cette dernière scène qui l'emporte à la majorité absolue, 52% des votes. On dirait une présidentielle. La scène entre William et Jamie est numéro 2, et on est assez d'accord pour dire que ces 4 scènes sont toutes magnifiques et qu'elles ont chacune ce petit supplément d'âme qui nous touche au cœur. Et je vais avoir l'occasion de développer, évidemment. Passons à mes thèmes. Pour mon premier thème, je vais vous parler de Claire et Jamie avec l'angle d'analyse de sont-ils les mêmes ou égaux à eux-mêmes après toutes ces années. Et donc, je commencerai par dire qu'on a enfin un épisode où Claire et Jamie, ensemble, sont au cœur de la plupart des scènes. Il y a certains épisodes où ils sont assez présents l'un et l'autre, mais je pense à l'épisode où on a Claire qui est prisonnière à Ticonderoga, et Jamie qui la cherche. On les voit à l'écran, mais ils sont pas ensemble. Là, c'est un épisode où ils sont tous les deux souvent, très très souvent ensemble. Et depuis l'épisode 3, voilà, ça nous manquait un peu, il faut reconnaître. Jamie se retrouve déchiré entre ses 2 enfants. D'un côté, il se bat pour l'Amérique, pour construire cette Amérique dans laquelle vivra sa fille, Brianna. Et puis de l'autre, il fait face à William dans le camp opposé sur le champ de bataille. Et c'est tout ce qu'il voulait éviter. La raison pour laquelle il avait décidé de retourner en Écosse. Et c'est dans la toute première scène que Claire souffle à Jamie « Tu m'as fait peur, nous aurions dû être en Écosse. » Ah ouais. Je n'ai pas développé cette ouverture d'épisode magistrale, mais évidemment, j'ai adoré, vraiment. Et rien n'est meilleur dans Outlander pour moi qu'une scène avec de la tension entre Claire et Jamie qui se termine ensuite avec de la douceur et de l'amour au premier plan. Claire est une véritable tigresse avec cette épée dans la main. Et le fait qu'elle tienne une lame sous la gorge d'un jeune garçon, c'est une image très forte. On peut se demander si elle serait allée au bout de sa menace. Alors heureusement, on n'aura pas à le savoir. Elle ferait preuve d'une grande détermination pour protéger son homme. On a déjà vu Jamie en faire autant. Et c'est bien que pour une fois, ce soit l'inverse. Cette scène fonctionne aussi très bien car on a l'humour de Jamie. Ça chatouille, lui dit-il, alors que Claire est en train de l'inspecter à la recherche de la blessure, de ce qui fait qu'il y a du sang partout sur sa chemise. Et en fait, Jamie essaye toujours de mettre à l'aise, même s'il sait que sa vie est en danger ou était en danger. Alors, humour d'un côté et puis grossièreté de l'autre. Claire qui jure, c'est pas vraiment nouveau, mais là, elle s'en prend à Jamie et c'est tordant. Elle lui reproche d'être ce qu'il est. Un homme qui ne reste pas en arrière des autres pour se protéger. C'est un guerrier. Et d'ailleurs, une des premières questions de Jamie est de savoir ce qu'il en est de la bataille. C'est ça qui le préoccupe. Avant de rejoindre leur tente, Claire et Jamie ramassent les affaires de Jamie, le portrait de William, la dague et le chapeau. Claire se reprend et elle reconnaît qu'elle a eu très peur. Elle s'excuse, forgive me dans la version originale, comme dans l'épisode 9 de la saison 1, près de la rivière, dans cette scène emblématique d'Outlander. Et Jamie devrait être rassurée. Sa blessure n'est pas mortelle, puisque Claire l'a vertement engueulée. Pas comme dans la saison 5 après la morsure du serpent, où elle était toute gentille avec lui. Et la fin de la scène est très belle, avec Claire qui soutient Jamie pour marcher.
Il n'est pas super en forme, mais il trouve encore l'humour de lui dire que elle est très habile à l'épée et puis qu'elle pourrait finalement être une poissonnière. Mort de rire. Et c'est Marthe Roberts qui dit que Kat et Sam adorent jouer ce genre de scène. Ça se ressent, je trouve. Il y a vraiment de l'engagement de leur part, de la part des acteurs. Ça fait authentique, ça fait vrai. Je sais pas comment vous dire. Autant les scènes tendres, il y a l'alchimie légendaire dont on parlait, mais quand ils s'engueulent, et j'ai envie de le dire comme ça, je sais pas. Ça fait vrai couple, quoi. Voilà, ça fait vrai. Juste après le générique et la title card, on reste encore un peu avec Claire et Jamie. Claire nettoie grossièrement la plaie à la main de Jamie. Ça pourra attendre, hein, elle a d'autres patients à soigner dont les cas sont plus urgents que Jamie. Jamie, à ce moment-là, manifeste son inquiétude pour William et Claire tente de le rassurer. Et je parle de ça parce que dans cette saison, Claire a véritablement ce rôle de celle qui rassure les autres. On l'a beaucoup observé sur ce début de saison avec Ian notamment, mais aussi avec Jamie et puis Denzel dans cet épisode. Elle a une présence maternelle pour de nombreux personnages, celle vers qui on se tourne pour avoir des conseils. Alors privilège de l'âge, sagesse, expérience, je sais pas, hein, mais il y a tout ça réuni pour Claire. Et puis Claire assume aussi son rôle de médecin, de chirurgien. Dans la scène suivante, d'ailleurs, elle opère la main de Jamie. Elle réussit à sauver son doigt, à l'inverse des livres, hein, où elle est contrainte d'amputer un doigt à Jamie. Et Meryl Davis, la productrice, a expliqué les raisons de ce choix pour la série. Vous avez peut-être vu la très courte vidéo que j'ai publiée il y a déjà quelques mois de ça. Et on comprend tout à fait ce choix de production. Hein. Il aurait fallu, si le doigt avait été amputé, que Sam porte une sorte de prothèse pour les effets spéciaux, un peu comme la chaussette verte de Ian, père. Et cela aurait aussi nécessité des retouches en post-production, un travail titanesque d'image pour pas grand-chose. Voilà, pour un gros respect des livres, mais non, ça change rien, je pense. Et pourtant, j'ai envie de dire, cette fois-ci, Jamie était prêt à sacrifier un membre, sans broncher. Et c'est un beau passage très émouvant lorsqu'il cite la Bible et l'histoire d'Abraham. Je disais que c'était un guerrier. On en a encore la preuve. 10 hommes bons valent bien un doigt. Le sens du sacrifice de Jamie. Jamie est vraiment le roi des hommes. Il a réussi aussi à émouvoir Claire, qui, alors qu'il sombre dans les vapes à cause du laudanum, elle lui dit « Bloody man ». Je crois que c'était dans une des petites bandes annonces ou d'un teaser trailer de la saison 7, avant que les épisodes ne sortent. Bloody man. Je ne sais plus comment c'est traduit en français. Maudit sois-tu. Ouais. Beaucoup de tendresse après l'opération. Enfin, voilà. Sous cette tente, c'est une scène magnifique. La lumière tamisée à la bougie. Au début, Jamie qui observe Claire se laver les mains avant l'opération. Et puis à la fin, Claire qui lui caresse la joue allongée contre lui. Faites beaux rêves, mon amour. On ne l'entend pas souvent lui dire des mots tendres. Alors c'est beau. Voilà. C'est émouvant. Dans la scène suivante, il y a un petit bond temporel puisque 2 semaines se sont écoulées. La main de Jamie est en bonne voie de cicatrisation et l'inquiétude de Claire, évidemment, revient au premier plan. Cette scène sert à montrer les tourments internes de Claire. Et le procédé consiste à lui donner un interlocuteur pour qu'elle les exprime. Et c'est donc Ian qui sert d'interlocuteur. Claire et lui parlent de la future bataille qui semble se profiler à l'horizon. Ian a des infos concordantes. Claire sait qu'il va y avoir un tournant dans la guerre à Saratoga, mais ne se souvient pas des détails. En fait, c'est toujours le même problème pour elle. Elle connaît des choses, mais pas dans les détails. Et puis, dans la suite de l'épisode, c'est plutôt le personnage de Jamie qui est mis en avant. D'abord avec la scène près du feu de camp et le discours de Daniel Morgan. Alors là, on fait des parallèles évidents avec la saison 1 et cet épisode où Dougal exhibait les cicatrices de Jamie pour rallier les Écossais à la cause jacobite, pour dénoncer les horreurs des Britanniques. Donc Morgan fait pareil, mais la différence, c'est que Morgan n'est pas contraint de montrer ses cicatrices. Il le fait vraiment de son plein gré.
Et puis, j'irai autre parallèle pour cette scène. Et comme Murtaugh en saison 5 qui essayait de motiver les régulateurs en pleine nuit, Morgan fait une vraie démonstration de meneur d'hommes près d'un feu de camp. Cela fait un point commun, ces cicatrices, un point commun supplémentaire entre Daniel Morgan et Jamie. Ils avaient déjà une sorte de connexion, mais ça, c'est encore plus puissant. Alors, comment interpréter la réaction de Jamie ? Il reste assez stoïque. Enfin, on sent qu'il apprend de cet homme. Alors, Morgan a reçu quand même 2 fois plus de coups de fouet que Jamie. Jamie en avait eu 100, puis 100. C'était en 2 temps. Daniel Morgan, a priori, c'est 500 d'un coup. Enfin, pas 500, 499. Et il a survécu. Et c'est certain que ça force le respect. Est-ce que Jamie s'est libéré de ce traumatisme ? Difficile à dire. En tout cas, là, dans la scène, il ne surréagit pas. Et j'ai relevé pour vous ces 2 plans-là qui se suivent, où l'on voit Jamie boire et puis Morgan boire. Volonté de la production de mettre les 2 hommes en parallèle, en connexion, grâce à la vidéo. Et puis ensuite, c'est la bataille. On est directement dans l'action. Tout se passe du point de vue de Jamie, et ça, j'aime bien. Vu ce qui s'est passé lors de la dernière bataille et juste le plan final où il est allongé par terre, on ne sait pas s'il est mort, là, ça nous rassure un peu d'être à ses côtés et d'observer ce qui se passe autour de lui et pour lui. Les personnages historiques ne sont pas loin, que ce soit Simon Fraser pour les Britanniques ou Daniel Morgan, Benedict Arnold du côté américain. La stratégie de Benedict Arnold, et je crois que j'en avais dit 2 mots, mais je parlais plutôt de Morgan dans le dernier décryptage ou l'avant-dernier. En fait, la stratégie, c'est d'abattre les officiers de commandement. Pour, justement, on coupe la tête et ça met du désordre parmi les troupes. Et donc, Simon Fraser est l'homme à abattre et Benedict Arnold compte sur ses fusiliers pour l'atteindre. Et donc Morgan, c'est le chef des fusiliers, il est complètement OK avec cette stratégie, même s'il montre du respect en fait pour Fraser. Évidemment, Jamie a tout de même quelques scrupules à abattre son cousin, et donc, alors qu'il l'a en joue, il dévie son tir et touche le chapeau de William, et puis un autre fusilier finit par atteindre Simon Fraser à l'abdomen. S'ensuit l'attaque de la redoute, que je développerai plus loin, et c'est à ce moment-là que vous devez avoir remarqué que Jamie a mis son kilt. Clin d'œil. Et donc, je parlerai de la suite de la bataille après. Et là, je fais un petit bond et on retrouve Claire et Jamie le soir de la bataille. Donc, les Américains ont reporté cette 2e bataille, mais il reste à négocier les conditions de la reddition, ce qui, selon Jamie, va prendre des jours. Mais pas le temps de se reposer. On demande à Jamie de se rendre au chevet de son cousin mourant, dans l'autre camp. Et tandis qu'il suit le soldat britannique, on entend déjà cette petite musique écossaise qui commence à grimper. Vous l'entendez ? Ah là là, la musique de Bear McCreary. Année après année, les émotions liées à sa musique dans Outlander ne se démentent pas. La saison 7 est elle aussi phénoménale du point de vue musical. Ouais. Et puis, l'interaction entre Simon Fraser et Jamie est touchante. Même si on ne connaît pas bien Simon Fraser. Alors, la production et les auteurs ont pris soin quand même de nous le montrer quelques fois depuis le début de la saison. On ne le connaît pas trop. Il est dans le camp opposé à Jamie, donc on pourrait être contre lui. Mais voilà, c'est la façon dont Jamie se soucie de lui, ses émotions qui rendent la scène poignante. Les souvenirs de jeunesse, les souvenirs d'Écosse, un peu de gaélique, Jamie qui lui tient la main. Voilà, c'est dramatique, ça fait le drama. Et puis, petite coutume d'Écosse, laisser les portes ouvertes pour permettre à l'âme de sortir. Il y a plusieurs mentions à cette coutume dans les livres. La série a dû en parler au moins une fois ou 2. Mais ouais, c'est chouette parce que ça tient à rien d'inclure ça. Mais c'est inclus, et c'est important. Finalement, le retour en Écosse est presque servi comme sur un plateau. La mort de Simon Fraser et son souhait d'être inhumé en Écosse permettent à Jamie d'avoir un billet pour l'Écosse.
Alors, je félicite Jamie d'avoir laissé sa petite danseuse à l'intérieur au moment où on lui annonce ça, mais c'était tout bonnement inespéré. Il va pouvoir voyager en toute sécurité sur un bateau, affrété par la couronne britannique. Claire, Jamie et Yann quittent la guerre, alors 1 an plus tard que prévu, certes, et ils vont retrouver l'Écosse 10 ans après l'avoir quittée. Rappelez-vous, Claire et Jamie étaient partis à la poursuite des ravisseurs de Yann et c'était il y a 10 ans. 10 ans. Et cette dernière scène sur le bateau soulève de nombreuses émotions. C'est votre scène top, c'est une de mes 2 scènes top. D'abord, ces petits moments de bonheur familial, des taquineries, des sourires, et puis la cloche qui annonce que la Terre est en vue. La musique et la voix de Griogard Labroue. Oh là là, de l'émotion pure. Et puis le visage de Jamie, les larmes de bonheur, les corps tournés vers la droite, vers l'avenir. La magnifique interprétation des acteurs et de Sam en particulier. Une magnifique manière de finir l'épisode en nous laissant sur un cliffhanger gentil, plein de promesses. Clairement, on ne sait pas ce qui attend les Fraser sur le sol écossais, et on se doute que ça ne va pas être du bonheur en barre, puisque sinon ce ne serait pas Outlander. Mais là, tout de suite, Claire et Jamie ont atteint leur but de début de saison, qui était de rentrer en Écosse. Alors rien que pour ça, on va savourer un peu avec eux. Et je n'ai pas vraiment répondu à ma question de départ concernant l'évolution de Jamie au cours de cette moitié de saison. Moi, je trouve qu'il a grandi. Il a pu être face à son fils, alors voilà, d'une manière empruntée. Il a aussi eu la sagesse de laisser par 2 fois les autres agir à sa place et pour quelque chose d'important, sauver Claire. Et ce faisant, il a réfréné sa nature et ses instincts, la sagesse, la maturité. Il parle aussi beaucoup plus facilement de ses peurs et de son âge, notamment face à Claire. Je pense qu'il a appris sur lui-même, mais il reste néanmoins un homme d'honneur, un homme de parole et un homme d'action. Et je suis sûre que les situations de la 2e partie de saison vont encore nous montrer d'autres facettes de lui. Et là, vraiment, j'ai hâte. Alors, quittons un moment le XVIIIe siècle pour parler du 2e arc narratif de la saison, les Mackenzie à Lallybroch. Et ce coup de sang et cette prise de décision rapide de Roger, j'adore. J'adore. Roger, voilà, quel homme. On parle tout le temps de Jamie, mais Roger. Alors, 2 scènes en tout et pour tout pour le XXe siècle. Première scène, 2 minutes 18, précisément. Et deuxième scène, 1 minute 39. Alors, à quoi on fait le total? Même pas 4 minutes. Et pourtant, ce qui s'y passe est déterminant pour la suite de la saison 7. Tout est posé ou supposé. Roger a la certitude, comme Rob Cameron a emmené Jem à travers les pierres. Brianna, pendant qu'il était en vadrouille avec Buck, a fouillé dans le coffret des lettres et elle pense que l'argent, enfin l'or de l'espagnol, est la motivation du kidnapping de Jem par Rob Cameron. Roger est très très en colère. J'adore le voir comme ça. Alors, est-ce qu'il se sent coupable? Peut-être, d'avoir laissé traîner le coffre, de ne pas avoir été assez vigilant avec le guide du voyageur temporel, aussi, d'avoir laissé Rob s'inviter, voilà, tout ça. En tout cas, la prise de décision de Roger est ultra rapide. Il repart par les pierres à la poursuite de Rob et de Jem. On peut parler de complémentarité dans le couple Mackenzie, car Brianna avait acheté des pierres précieuses au cas où, d'où sort-elle l'argent, alors que les travaux à Lallybroch sont censés les avoir laissés sur la paille. Je plaisante, bien sûr. Ce que j'aime concernant Brianna, ou en tout cas le choix d'acting de Sophie Skelton, c'est brillant ça. C'est qu'elle ne lâche pas l'écharpe de Jem tout le long. Et le moment où elle s'en sépare, c'est pour la donner à Roger, juste avant qu'il ne passe les pierres dans la deuxième scène, à la fin de l'épisode. Et elle lui dit, il doit avoir froid. Oh. Et alors là, mon cœur de maman se serre très très fort. Ouais. L'attrait majeur de ces scènes Mackenzie, c'est Buck pour moi. Au début, il est assez en retrait, il ne semble pas comprendre tout ce qui se trame. Alors évidemment,
Et puis Roger lui explique en quelques mots l'ordre des Jacobites et tout ça. Et Buck, lui aussi, prend très vite sa décision d'accompagner Roger. Il veut aider, c'est la famille. Ce personnage est décidément bien sympathique à mes yeux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi la confirmation que son objectif numéro 1 n'était pas forcément de retourner dans le passé. Donc Buck, on ne sait pas tout de lui. Il reste une petite part de mystère. Les adieux au pire sont forcément émouvants. Je trouve que Brianna fait front relativement bien. Même si, quand on la regarde, là, on a l'impression qu'elle a pris 10 ans. Sa famille est totalement éclatée. Jem, on ne sait pas où il est. Roger, où est-ce qu'il va atterrir, on ne sait pas. Est-ce qu'il va survivre au passage, on ne sait pas. Et je voudrais faire une mention spéciale à cette belle image de Roger et Buck, bras dessus, bras dessous. Avoir la famille auprès de soi dans les moments difficiles, c'est important. Et là, il semblerait que Roger puisse compter sur Buck. Ça me semble être un gaillard solide, physiquement parlant. Alors, ça ne peut être qu'un atout pour Roger, où qu'il aille. Donc, très bien. Dans son podcast, concernant cette scène, Matt Roberts, le showrunner, a dit que nous verrons la suite immédiate de cette scène dans la deuxième partie. Tout a été tourné le même jour, mais ils ont évidemment gardé la suite de la scène pour l'épisode d'après. Probablement, l'épisode d'après. En imaginant qu'ils consacrent encore des épisodes en se partageant entre 18e et 20e. Mais on verra. Mon thème suivant, c'est Benedict Arnold. Et ça va me donner l'occasion de développer un petit peu l'histoire, la vraie histoire. Donc je disais, nouvelle introduction d'un personnage au cœur d'un personnage historique ayant réellement existé au cœur de la saga. Et c'est pas une invention de la série, c'est Diana Gabaldon, évidemment, qui inclut ce personnage dans ses livres. Et j'avais fait une capsule qui évoquait ce thème du mélange entre fiction et réalité lorsque je faisais avec vous le compte à rebours jusqu'à la diffusion de la saison 7. Et j'avais listé tous les personnages réels que Claire et Jamie ont croisés tout au long de leurs aventures. Je vous remets le lien. Petit i en haut là, et puis dans la description de la vidéo. Benedict Arnold fait une entrée plutôt remarquée dans l'épisode. Et si de prime abord on peut se dire que les scènes avec lui sont secondaires, moi je trouve qu'elles ont de l'importance car elles appuient une fois de plus sur un des gros dilemmes de Claire et de Jamie. Quel est l'impact de sa présence et de ses connaissances sur l'histoire avec un grand H? Alors par le passé, on se rend compte qu'elle n'a pas changé l'histoire. Et même Roger et Brianna qui pensaient l'avoir fait, on s'est rendu compte que finalement, pas vraiment. Alors honnêtement, je suis honnête avec vous, je ne connaissais pas du tout son histoire avant de m'y intéresser grâce à Outlander. Je n'ai pas honte de dire que mes connaissances, même sur l'histoire de France, sont plutôt scolaires. Grâce à la série, j'ai creusé certains sujets. L'histoire m'intéresse, mais je suis loin d'être une spécialiste. Et alors, quant à l'histoire américaine, on ne me l'a jamais enseignée. En France, on en parle très peu. J'en connais des bribes grâce aux films et à certaines séries. Mais voilà, c'est tout. Mais revenons un peu à notre personnage. Benedict Arnold, comme le dit Claire à Jamie, est connu pour être un soldat américain. Il est né sur le sol américain, qui a retourné sa veste et a fini la guerre du côté des Anglais en devenant un espion qui livrait des informations au général Clinton. La honte, La honte. J'ai trouvé une synthèse rapide à lire sur le site d'Europe 1. Je vous mettrai le lien d'ailleurs dans la description de la vidéo. Je crois que ça se lit en 4-5 minutes. Et c'est très bien fait, c'est synthétique. Et voici un extrait. Pour les historiens, le cas Benedict Arnold est une figure qui n'a jamais cessé de déchirer. Traître ou pas? Les qualités tactiques, les choix stratégiques, l'engagement personnel, tout comme les qualités de meneur d'hommes d'Arnold, sont indiscutables. De ce point de vue, il est reconnu comme un homme qui avait les talents d'un Washington. Il était adoré et admiré par les hommes, dont il exigeait beaucoup. Fin de la citation. Et un peu plus loin dans l'article, il est dit qu'Arnold avait néanmoins 2 faiblesses. Il aimait que ses mérites soient reconnus et deuxièmement, il avait une fâcheuse tendance à confondre affaires militaires et financières. C'est un homme d'argent. Ça, c'est ce qui est rapporté par les historiens. Nous, dans les livres et dans la série, nous découvrons un homme charmant, cultivé, philosophe. On sent que le courant passe bien entre lui et Claire, et entre parenthèses, il a bien fait de ne pas donner son nom tout de suite. Claire aurait sans doute eu un a priori très négatif.
Dans le livre, Claire verbalise en fait ce qu'on observe dans le jeu de Katrina. Quoi? C'est dans le livre, elle dit quoi? C'était Benedict Arnold? Mais ça ne peut pas être un traître, je l'aime bien. Et en fait, Katrina, elle joue ça, elle le joue super bien d'ailleurs. Et dans la discussion au sujet du laudanum, dont on sait que c'est une substance qui peut engendrer de la dépendance, eh ben, on valide le fait que Claire a eu ses démons, mais qu'elle n'utilise plus de médicaments ou d'artifices pour gérer ses traumatismes. La saison 6 est bel et bien derrière nous. Et vu comme certains d'entre vous ont aimé cette saison 6, je pense que vous êtes contents. Mais c'est une boutade. La discussion philosophique entre Claire, Arnold et puis Jamie qui arrive dans la discussion, et elle est intéressante cette discussion si on considère ce début de saison. Donc c'est la question de connaître ses limites ou finalement ne pas s'arrêter à ses propres limites et se dire que tout est possible. Voilà, avec cette philosophie de celui qui entreprend et qui n'a peur de rien. En fait, cette saison, il y a de nombreux personnages qui ont repoussé les limites du possible. Claire et Jamie se sont alliés à une cause qui consiste à renverser la monarchie la plus puissante du monde. Rien que ça. William s'est sorti du piège du Great Dismal. Alors pas tout seul, merci Ian. Les Mackenzie ont traversé les pierres en famille. C'était pas gagné ça, les enfants. Et puis Roger vient de le refaire pour la 3e fois. Là, on ne sait pas s'il a réussi. On croise les doigts et on espère. La citation de Jamie d'un auteur qui se nomme Robert Browning, alors c'est évidemment anachronique, ce qui explique les regards entendus entre Claire et Jamie. Soit Claire, soit Brianna ont dû citer cette phrase à Jamie, parce que c'est un poète qui a vécu au XIXe siècle, né en 1812, donc bien après les faits qui sont relatés. Jamie et Claire sont en 1777, je crois, Saratoga. Ouais. Alors quoi qu'il en soit, je le disais, cette rencontre avec Benedict Arnold permet une nouvelle fois de poser la grande question ou la grande crainte d'intervenir pour changer l'histoire. Et Jamie, avec beaucoup de sagesse, dit à Claire qu'il faut laisser les choses se faire. Le problème, c'est que Claire recroise Arnold alors qu'il est blessé à la jambe gauche pour la 2e fois de sa vie. Et cette scène est sympa, notamment, je pense, pour le public américain. Car on a accès là aux pensées internes de Benedict Arnold. Pour l'Amérique, Arnold est un traître et point. Et en tout cas là, Diana Gabaldon lui prête des pensées internes qu'il a peut-être eues, ce personnage. Ça montre en fait que la personnalité de cet homme est bien plus complexe et que l'histoire ne se résume pas forcément à Benedict Arnold est un traître. C'est Claire qui dit à William que la guerre est effroyable. On le mesure tout à fait. Même quand on est du côté des vainqueurs et qu'on fait partie des artisans de la victoire, il est difficile de trouver du bonheur dans les batailles. Et quoi qu'il en soit, Claire donne raison à Arnold de détester Granny Gates, le vieux Gates. Et Jamie valide ses paroles. Il dit à Claire, t'as bien fait. Claire a suivi son cœur pour lui répondre. Alors, est-ce qu'elle a encouragé Arnold dans la voie du changement de camp? La question est en suspens. Vu qu'on ne change pas l'histoire dans Outlander, certainement que non. Mais voilà. Ce qui fait le drama, c'est que Claire se pose toujours la question. Alors parlons de la rencontre entre Jamie et William. Vote and Thump numéro 2. Alors que l'épisode précédent nous offrait un point de vue de la bataille de Saratoga depuis l'œil et les émotions de William, cet épisode nous présente le personnage pour la première fois après une bonne moitié d'épisode. On l'a pas vu pendant presque 30 minutes. Et la première fois qu'on le voit, c'est à travers le regard de Jamie qui vient de tirer sur son chapeau en voulant dévier son tir pour ne pas toucher son cousin, Simon Fraser. Vision d'effroi pour Jamie, pour nous aussi. Il s'en est fallu vraiment de peu. À travers le regard de Jamie, on voit William se retirer et accompagner Simon Fraser, mais ensuite, et c'est la beauté de cette scène d'attaque de la Redoute, on est avec Jamie, on vibre avec lui, on voit ce qu'il voit et on perçoit son tournant. Cette scène a été probablement très difficile à tourner, mais le rendu est absolument remarquable. C'est vraiment une belle scène. Du niveau de la bataille de Culloden au début de saison 3, de mon point de vue. Et je pense que le choix de rester engagé émotionnellement avec Jamie y est pour beaucoup.
À Culloden, c'était un peu pareil. Jamie affrontait Black Jack Randall. Il y avait cet enjeu-là. Et à Lamance, Murtagh était dans l'autre camp. Émotion au rendez-vous aussi. Et ici, c'est William qui est dans l'autre camp. Jamie est inquiet. Il perd sa vigilance quelques instants en pensant reconnaître son fils de dos. D'ailleurs, ils ont dû mettre la perruque de William au figurant. C'est pas possible autrement parce que c'est vrai que de dos, c'est incroyable la ressemblance. Et puis heureusement, Yann le guerrier n'était pas loin. Et alors là, petit scoop, ou en tout cas, petite chose que Matt Roberts dit dans son podcast, ça, c'est une scène qui a été ajoutée longtemps après. Je parle de celle où Jamie a un moment de flottement, là, où il s'égare un peu. C'est une idée de Matt Roberts. Ils sont retournés sur le décor pour la filmer avec quelques figurants, donc c'est pour ça que c'est un plan plus resserré. Ils ont réussi à assembler tout ça de sorte qu'on n'y voit que du feu. Quand j'ai entendu ça dans le podcast, je me suis dit waouh. Et la grande récompense de la montée en puissance du personnage de William, c'est son premier contact visuel avec son père. Alors évidemment, le moment n'est pas vécu comme tel par William. Il sait pas que c'est son père. Mais pour Jamie, c'est un immense moment. Il l'a tellement attendu. Il a provoqué ça. Il tenait à lui faire face et à lui parler comme un homme. Et ce chapeau qui est symboliquement ramassé par Claire en tout début d'épisode est maintenant tendu à William. Et la façon dont William revêt ce chapeau, ou en tout cas la façon dont c'est filmé, ça m'a vraiment fait penser à Jamie à la bataille d'Alamance, lorsqu'on le découvre avec sa tunique rouge. Et d'ailleurs, c'était dans le teaser trailer, ça avait fait couler beaucoup d'encre, on en avait parlé, quoi. Vous voyez ? Hop, et puis le regard de Jamie qu'on découvre sous le chapeau, ça fait presque pareil. Et en vrai, là, Jamie fait la seule chose qu'il pouvait faire compte tenu des circonstances. Peut-être, on peut s'imaginer qu'il aurait aimé le serrer dans ses bras ou lui ordonner de quitter cette guerre et de rentrer en Angleterre ou... je sais pas. En tout cas, moi, j'applaudis la performance de Sam Heughan dans cette scène. Son regard par en dessous, la retenue, la déférence de ce monsieur lorsqu'il dit « Je vous dois un chapeau, monsieur ». L'émotion contenue, tout est magistral là, dans l'interprétation de Sam. J'admire la proposition que l'acteur fait pour cette scène. Il connaît tellement bien Jamie, il est habité par ce personnage, et moi je le crois quand il dit que ça va faire un vide dans sa vie quand tout ça va s'arrêter. Je le crois vraiment, malgré tout ce qu'il fait par ailleurs et tout ce qu'on le voit faire. Il s'agite beaucoup, d'acteur, mais je pense que ce rôle l'a profondément marqué. En tout cas, nous, il nous marque. Je suis un peu émue. La question que je me pose, c'est est-ce que... J'arrive pas. Allez, j'essaye de me ressaisir. La question que je me pose, c'est est-ce que William a reconnu Jamie ? Enfin, dans le sens Mac, le palefrenier de Helwater. Il sait que Claire est sur le camp anglais à ce moment-là, puisqu'il vient de lui parler. Alors, est-ce qu'il a fait le lien entre les deux, entre eux deux ? Il avait dit à Claire à Ticonderoga qu'il se souvenait que Monsieur Fraser était l'ami de son père. En fait, j'ai l'impression que William est simplement estomaqué par le geste de ce soldat américain qui lui offre son chapeau pour celui qu'il a abîmé pendant la bataille. Et en fait, toute la séquence et celle qui suit nous montre un William un peu perplexe, ne sachant pas quoi penser, un peu perdu aussi. Alors William n'a concrètement aucune raison de penser que Jamie est son père à ce stade-là, mais il y a tout un tas de questions dans sa tête et on voit que les équations mathématiques s'enchaînent dans son cerveau. À quoi pense-t-il exactement ? On aimerait bien être dans sa tête à ce moment-là. En tout cas, Simon Fraser lui avait dit qu'il était un homme changé après la première bataille, et c'est encore plus vrai après cette deuxième bataille perdue par les Anglais. Il dit à Claire qu'il commence à ouvrir les yeux sur la réalité de la guerre. J'aime bien cette interaction entre Claire et William. Claire est très enveloppante. Elle lui parle avec beaucoup de douceur et beaucoup de cœur. Je disais tout à l'heure, Claire, c'est celle qui rassure. Elle a cette présence maternelle. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire qu'elle est maternelle là, dans cette interaction avec William, mais franchement, presque. En tout cas, elle a agi comme elle le ferait avec quelqu'un de proche.
On laisse William avec la satisfaction de savoir qu'il a été nommé capitaine. C'est un honneur pour lui, évidemment. Et il est encore plus honoré de savoir que Simon Fraser en a été informé avant sa mort. On sent que William avait beaucoup d'estime pour ce supérieur. Qu'est-ce qui attend William dans la deuxième partie de saison ? Ça paraît difficile à dire car dans les conditions de la reddition, les hommes qui ont combattu à Saratoga sous les ordres de Burgoyne sont tenus de retourner par bateau en Angleterre et de ne plus participer aux combats armés. Ils ne doivent plus combattre dans la guerre d'indépendance. William pourrait donc repartir lui aussi vers l'Europe. Alors nous verrons. Ayant lu les livres, évidemment, j'ai une idée de ce que va faire la série, mais on peut toujours être surpris. Alors on verra. Il faut que je parle des Quakers parce que dans cet épisode, les Quakers ne sont pas en bonne posture, que ce soit Rachel ou Denzel. Alors, grandes annonces du casting pour cette saison 7, nous avons finalement assez peu profité des Hunters. Denzel n'a pas un arc dramatique très très fort et pour Rachel, son personnage et sa relation avec Ian ont été construits tranquillement au fil des épisodes. Même si je n'ai rien à reprocher aux scènes entre Ian et Rachel, ni aux acteurs ou ni même aux intrigues, je ne suis pas forcément transportée par cette romance. Pour l'instant, ça manque un peu d'élan dramatique, je pense. Alors cependant, on sent que cette histoire peut prendre une tournure dramatique très rapidement. La présence d'Archbug aperçue à quelques minutes de la fin de l'épisode n'augure rien de bon. Et je trouve ça très bien qu'on ait ces quelques secondes avec la menace Archbug, car on aurait facilement pu oublier tout ça. D'ailleurs, vous ne vous êtes pas demandé ce qu'il faisait là. Je vous rappelle quand même que les Fraser ont parcouru une très très longue route entre Fraser's Ridge et Saratoga. D'ailleurs, si Rachel a dit vrai lorsqu'elle disait à Ian que elle allait suivre l'armée américaine, là en ce moment elle est à Valley Forge. C'est à plus de 15 jours de marche de la Caroline du Nord de Fraser's Ridge. Archbug aurait donc fait tout ce chemin depuis la Caroline du Nord. Alors, ça me fait dire que Ian avait raison de se croire suivi dans l'épisode 3, je crois, ou 3 ou 4. Parce que sinon, comment Arch pourrait se trouver là ? Ça fait quand même une grosse coïncidence. Et puis, nous restons sur ce regard mauvais qui associe intelligence et menace. Et notre naïve Rachel, qui ne se doute de rien et qui en dit beaucoup trop en si peu de temps. Aïe, aïe, aïe. Et l'occasion de redire pourquoi Arch est une menace pour Rachel. Il a promis à Ian qu'il le reverrait quand il aurait quelque chose d'important à lui prendre, sous-entendu une compagne ou une femme, pour se venger de la mort de Murdina, sa femme. Et grâce à cette courte interaction avec Rachel, il comprend l'importance que doit avoir cette jeune fille aux yeux de Ian. Encore une intrigue à rajouter à la liste des éléments à dénouer en deuxième partie. Le ciment de la romance entre Ian et Rachel, ça semble être Rollo. Le fidèle compagnon de Ian n'a pas été emmené sur le bateau. Alors on comprend pourquoi, 3-4 mois de voyage pour un chien, voilà. Et puis surtout si Ian avait quelqu'un de confiance à qui confier son chien en Amérique. En revanche, ce que dit Rachel et qui ne semblait pas évident de prime abord pour nous, spectateurs, c'est que Ian envisage donc un aller en Écosse, mais qu'il a déjà pris son billet retour. Il veut revenir. Rachel n'est sans doute pas sa seule motivation. Même si on est heureux pour lui, qu'il puisse à nouveau se projeter dans une relation amoureuse, après le désastre de son union avec Emily, il avait aussi dit qu'il aimait l'Amérique et qu'il voulait se battre pour elle. Ian, de mon point de vue, a un esprit d'homme moderne. Il entrevoit le champ des possibles dans ce pays à construire. Mais revenons un instant sur la scène du pot de graisse. Ce pot, je le dis, est un des points centraux, un petit fil rouge dans quelques paragraphes assez savoureux dans les livres, dont on n'a qu'une seule partie, une infime partie à l'écran. Et une raison de plus pour se plonger ou se replonger dans les livres. Tout comme elle l'avait déjà fait dans un épisode précédent, Rachel semble s'arranger pour toucher ou effleurer la main de Ian dès qu'elle en a l'occasion. Les poils de Rollo l'autre fois, le pot de graisse cette fois, petite coquine qui joue ensuite les effarouchés en giflant Ian avec un temps de retard qui ne laisse aucun doute sur le fait que le baiser était autant désiré par elle que par lui. Ces deux-là, que voulez-vous, sont attirés comme des aimants. Alors, Ian est tellement émoustillé par ce baiser qu'il en perd son latin. Il bafouille alternativement en gaélique puis en mohawk, il ne sait plus trop où il habite. Grande confusion.
Et avant qu'il ne fasse quelque chose qu'il pourrait regretter, Rachel pour sa moralité et sa vertu, Ian pour la crainte qu'il a de Arch, Ian plante Rachel là, alors qu'il vient de lui dire qu'il la désirait ardemment. Donc il s'envoie tout seul un bon seau d'eau glacée sur la tête, histoire d'eux. En revanche, et ça je trouve ça vraiment très belle image, Ian semble quand même beaucoup plus maître de lui-même et de ce qu'il fait lorsqu'il passe en mode guerrier. Quel plan séquence magnifique! Le voir avec ses peintures de guerre, sa tenue sombre, son regard guerrier, son petit seau, c'est juste ultra puissant, j'adore. En plus, il sauve sans doute la vie de son oncle, donc vraiment là, un grand moment Ian Murray. Une très belle image, j'adore ça. Alors pour Denzel, parce que là on vient de parler Rachel, mais pour Denzel, on n'est pas vraiment dans la flamboyance. Même si ce qu'il fait aux côtés de Claire dans les tentes médicales est tout aussi remarquable, son rôle au sein d'une armée est primordial, évidemment. Mais comme beaucoup dans sa situation, il ne voit que tous ceux qu'il n'a pas pu sauver. Ça prouve sa grandeur d'âme, mais aussi son manque d'expérience. Il cite William quand il dit à Claire qu'il aurait peut-être dû choisir une profession plus pacifique. A more peaceable profession. Vous vous en souvenez? C'était dans l'épisode où ils cheminent tous ensemble, William, Rachel et Denzel, juste avant de tomber sur le vilain Monsieur Johnson et le ragoût de rat, etc. Comme William, Denzel est un homme changé par la guerre. Et puis comme Jamie dans l'épisode 2 face à Brianna sous les lucioles, Denzel s'interroge: est-ce que le prix à payer en vaut la peine? Est-ce que la guerre vaut la peine? Et tout comme Brianna l'avait fait, Claire répond à Denzel que oui, ça en vaut la peine. Les deux femmes savent ce que deviendra l'Amérique, donc forcément. Et Denzel a aussi ce rôle de grand frère qui culpabilise d'avoir entraîné sa sœur dans la guerre alors que les Quakers sont pour la non-violence. Lors de leur face-à-face, ils questionnent leur foi en Dieu. Denzel a bien deviné les tourments amoureux de Rachel. Ils savent tous les deux qu'elle ne peut pas épouser un homme tel que Ian. Et les alternatives sont pas forcément très réjouissantes. Rachel n'a pas envie de tirer une croix sur Ian. Pas comme ça. Alors ceux qui connaissent les livres savent que Denzel a théoriquement un arc amoureux lui aussi. D'après Meryl Davis, ils n'ont pas pu inclure le personnage en question dans la saison 7. Je n'en dis pas plus parce que je ne connais pas les plans pour la saison 8. Et il n'est pas impossible que la production décide d'utiliser cet arc. Car sans ça, je ne vois pas trop comment Denzel pourrait briller autre que dans son rôle de médecin. Quoi qu'il se pourrait qu'il soit au cœur d'une scène d'une très très grande intensité dramatique, alors pas dans la saison 8, plutôt dans la deuxième partie de la 7, mais chut. Un indice quand même pour les lecteurs, tome 8, bataille de Monmouth. J'en ai fini de mes thèmes. Je vais faire un point actualité Outlander. En bref, le tournage du préquel Blood of My Blood qui va parler de l'histoire des parents de Jamie. Le tournage a commencé le 8 janvier à Glasgow. On sait que Matt Roberts est aux manettes. Alors, il doit être en Écosse à l'heure qu'il est pour diriger le projet et aussi pour préparer la saison 8, dont le tournage devrait débuter au printemps. Et une très bonne nouvelle pour la série, pour le préquel. Le réalisateur des 3 premiers épisodes, c'est Jamie Payne, qui a déjà travaillé pour Outlander en saison 5 et 6, et qui a réalisé des épisodes de toute beauté, et je pense notamment au très stylisé Never My Love, le dernier épisode de la saison 5. Autre info, je vous parle de la Lancôme 6 à Paris qui se déroulera mi-avril. Les annonces de guests continuent et on en attend encore. Donc sont annoncés déjà Charles van der Vaart, William, César Dunboy, Fergus, Stephen Cree, donc Ian père, Tobias Menzies, Blackjack et Frank. Ça c'est complètement dingue quand j'y pense. Joey Phillips, Denzel, il y aura aussi Duncan Lacroix qui interprète Murta, notre Roger Richard Rankin, Marsali, Lauren Lyle et Sophie Skelton, Brianna. Quelle belle brochette! Franchement, rien qu'avec ces acteurs, c'est déjà juste hallucinant. Vous le savez peut-être, mais je l'annonce, je serai présente à cet événement.
Et ça nous donnera l'occasion de nous y croiser pour celles et ceux qui seront présents. Et comme l'année dernière, je réaliserai avec Violaine une animation sur base de quiz interactifs. Une autre façon de vous divertir pendant cette LonCon. Et puis, je remercie le staff de nous faire confiance cette année encore. Ça va être que de bons moments. C'est le moment des commentaires vocaux des addicts. Restez bien avec moi. On se retrouve après pour ma petite conclusion, donc juste après les commentaires. Avant d'écouter les commentaires, petit message spécial, petit flash. Vous voyez que j'enregistre ceci un autre jour, un jour différent que l'enregistrement du décryptage. En fait, je m'apprête à écouter les commentaires vocaux et à vous les partager. Non, puisque je parlais de la LonCon, j'ai une info importante à vous faire passer, puisque avec Violaine Pitchmani, nous avons décidé d'organiser, tout comme l'année dernière, une soirée entre nous en marge de la LonCon. Elle aura lieu le samedi 13 avril. Alors c'est le même jour que la soirée costumée organisée par l'événementiel, par la LonCon, mais celle-ci est sold out. Donc ma foi, si vous n'avez pas de plan et que ça vous dit de passer une bonne soirée entre addicts, entre fans d'Outlander, eh bien, ma foi, il y aura la possibilité de le faire avec nous. La soirée, elle va se passer dans un lieu privatisé spécialement pour l'événement. Il y aura 40 places. Et c'est un moment festif. Je dis entre nous parce que voilà, 40, ça reste très raisonnable. On aura l'occasion de discuter. On a prévu des animations avec Violaine pour vous divertir. Petit cocktail, petit moment sympa. L'année dernière, les personnes qui ont participé à cette soirée ont été enchantées, je crois. Enfin, en tout cas, on a eu que des bons retours. Donc, on est ravis de pouvoir réitérer l'événement pour vous. Et je vous en parle maintenant parce qu'en fait, nous allons ouvrir les inscriptions ce dimanche. Ce dimanche 21 janvier, on ouvre les inscriptions à 20h. Pendant 24 heures, les inscriptions seront ouvertes pour les membres de nos communautés Patreon, une sorte d'access, de Prime Access, accès privilégié. Il y a plus de détails sur notre page Patreon et on a également partagé les infos sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Donc, vous retrouvez pas mal d'infos si vous le souhaitez. Au bout de 24 heures, s'il reste des places, nous ouvrirons les inscriptions à tout public. L'année dernière, c'était parti très très vite. On avait même rajouté des quotas, etc. Mais là, 40, c'est 40. Il n'y aura pas de possibilité d'augmenter. Donc, si ça vous intéresse, soyez au taquet dimanche soir à partir de 20h. Voilà, maintenant, c'est vraiment le moment des commentaires vocaux des addicts. On se retrouve tout de suite. Et on ne change pas une formule gagnante. Pendant que vous allez écouter les commentaires des addicts, vous allez pouvoir admirer une illustration de Violaine Pitchmani prendre forme complètement depuis le point de départ sous vos yeux, du premier coup de crayon jusqu'à la colorisation. Une scène que vous avez forcément aimée, en tout cas un beau point de vue, et je remercie déjà Violaine. Je vous l'avais dit lors du dernier décryptage, il y a eu un peu plus d'engouement dans les messages vocaux et les commentaires pour ce dernier décryptage, ce dernier épisode. La dernière fois, il y avait les vacances, etc. Donc là, nous avons 9 commentaires sur l'épisode 8. Et puis, je vais commencer par vous diffuser le commentaire que Marianne avait laissé sur l'épisode précédent. Il est arrivé un tout petit peu trop tard par rapport au moment où j'enregistrais, donc pour pas le perdre, j'ai quand même décidé de vous le passer. Donc on écoute Marianne sur l'épisode 7. Le guide pratique du voyage dans le temps. Titre du livre que Roger écrit pour ses enfants afin qu'ils comprennent un jour comment tout est arrivé et comment ils pourront s'en servir. Et dans cet épisode, nous sommes gâtés avec les changements d'époque. En premier lieu, l'arrivée de Buck Mackenzie. L'acteur est un bon choix. Pour se retrouver dans le camp anglais avec un William super, accompagné de son camarade, il est très sûr de lui, mais quand il perd son ami, la réalité est douloureuse. William, durant la bataille, est le digne fils de Jamie. Nous faisons un peu plus connaissance avec le général Fraser. Et nous retournons au XXe siècle. Brianna fait visiter son usine à Buck, qui est méfiant envers Rock Cabron. Et comme il a raison.
Le couple Brianna et Roger s'affirme de plus en plus. Mon top, la scène avec Claire et Jamie pour les lunettes et leur baiser avant la bataille. Le départ de Jamie est bouleversant au ralenti, comme avant son départ avec la garde à la Librock. On se doute que ça va pas bien se passer. Quel cliffhanger! Bonne année les addicts et merci Aurélie. Merci Marianne. Alors difficile de rebondir sur ça puisqu'on est à fond sur l'épisode 8. Donc ce que je te propose, c'est qu'on écoute le commentaire que tu as laissé Marianne concernant l'épisode 8 justement. On y va. Épisode intense, que des belles scènes. Laissée pour mort dans le précédent épisode, Claire retrouve Jamie et lui sauve la vie en brandissant une épée. Quelle image! Claire la guerrière. Jamie est vivant et retrouve son sens de l'humour. Tu me chatouilles, ça snack. Et comme toujours, Claire lui fait des reproches. Cette scène est joliment jouée par Kate et Sam, que nous allons retrouver tout au long de cet épisode dans beaucoup de scènes, pour notre plus grand bonheur. Mon top, Claire qui soigne la main de Jamie et quand celui-ci s'endort, Claire bouleversée. Je savais que tu me ferais pleurer. Fais de beaux rêves, tu peux chasser ces lapins. Arrive ensuite la bataille où Jamie se retrouve face à son cousin et surtout face à son fils William. Quel jeu d'acteur de Sam! Jamie est appelé au chevet de son cousin blessé pendant la bataille dans le camp anglais et se retrouve face à son fils. Je vous dois un chapeau, monsieur. William ne sait que répondre. Peu de temps est laissé à Ian et Rachel et un premier baiser. Plus tard, Rachel croise le chemin de monsieur Bug. Aïe! Au XXe siècle, un drame se joue avec la disparition du petit Jeremiah. Roger décide de passer les pierres pour le retrouver, accompagné de Buck. À suivre. Et le final. Départ pour l'Écosse et leur arrivée en vue des côtes. Les trois acteurs sont super dans leur rôle. Les larmes de Jimmy, le sourire de Claire. Merci Aurélie. Merci Marianne, merci pour ton commentaire et pour le précédent également. Je voulais rebondir sur une chose que tu as dite concernant Ian et Rachel, où tu dis que finalement peu de temps est laissé. Et j'ai une question pour vous les addicts. Est-ce que vous trouvez que le traitement de l'histoire ou de la romance naissante entre Ian et Rachel a été un peu minimisé et n'a pas bénéficié de suffisamment de temps d'écran? Objectivement, hein, si on met bout à bout les différentes scènes où on les a vues ensemble, c'est vrai que ça fait pas beaucoup. Hein. Mais est-ce que ça suffit pour nous emporter? Est-ce que ça vous suffit pour vous emporter? Moi, j'ai déjà donné mon avis dans le décryptage. Si vous voulez, vous pouvez répondre dans le chat ou en commentaire si vous regardez la vidéo un peu plus tard. On va écouter Isabelle. Bonjour à tous. Un épisode incroyable que j'ai vécu entre larmes et apnée avec quelques petits bémols. Comme lorsque Claire trouve directement Jamie sur le champ de bataille, ou lorsqu'elle rentre dans la tente de jour et qu'il fait nuit à l'intérieur. Alors c'est une Claire très remontée qui désinfecte abondamment la plaie de Jamie, qui se redresse d'un bond. Son visage est impayable. Ces scènes sont pleines de complicité et au final très tendres. On retrouve également une Brie presque tétanisée, s'agrippant à l'écharpe de Jem, et c'est Roger qui est dans l'action. Claire à nouveau confrontée à l'histoire avec Benedict Arnold et espère que son échange avec celui-ci ne va pas la modifier. J'ai eu le souffle coupé lorsque Jamie, qui détournait son fusil de son cousin, a manqué de tuer William. En plein chaos de la bataille, je sens vraiment Jamie en danger alors qu'il cherche William du regard. Ce coup de crosse qu'il assène à un soldat, sûrement pour éviter une balle perdue qui pourrait atteindre William. Ian arrive juste au bon moment pour sortir Jamie de sa torpeur. Débute une scène très émouvante lorsqu'au son de la cornemuse, Jamie accepte de se rendre au chevet de son cousin mourant. Un dernier échange très poignant. Magnifique geste de Jamie devant la tente, lorsqu'il tend son chapeau à William, avec ce regard perçant. Wow. Nos héros sont à la croisée des chemins. Ils retraversent les pierres ou retournent en Écosse. L'émotion de Jamie est telle qu'elle me prend par surprise. Je termine moi aussi en larmes. L'Écosse. Ouais, l'Écosse. Comme tu as raison, Isabelle, je crois que c'est attendu par de nombreux fans, dont je fais partie. J'ai hâte de voir les costumes, les scènes, les intrigues. On est en Écosse avec les Mackenzie, on y retourne avec les Fraser. Pour combien de temps, on ne sait pas, puisqu'on sait déjà que Ian a l'intention de retourner en Amérique et que Jamie a promis à Claire aussi d'y retourner. Donc, mais c'est pas grave, je crois qu'on va savourer.
Enfin, le jour où on nous donnera la deuxième partie, évidemment. Donc, c'est a priori pas tout de suite. Allez, je vous propose qu'on écoute Antonia. Bonsoir Aurélie, bonsoir les addicts, c'est Antonia. Cet épisode est sublime. Il y a tellement de scènes, toutes aussi belles les unes que les autres. Nos émotions vont crescendo. D'abord la peur, la colère, puis la tendresse et l'amour. Il y a tellement à dire. Nous avons notre couple plein d'amour l'un pour l'autre. Puis, ensuite l'obligation de Jamie de tirer sur son propre cousin, qu'il évite exprès et manque de peu de tuer son propre fils. Scène touchante entre Jamie et Simon Fraser sur son lit de mort. Jamie fait comme Claire, il rappelle à son cousin les bons moments passés ensemble dans leur jeunesse. Encore une scène inoubliable, Jamie qui donne son tricorne à son fils. Oh mon Dieu, quelle puissance! En parlant peu, son visage exprime tout d'un père à un fils, qu'il ne peut dire ouvertement que c'est son fils. Dernière scène, le retour au pays, après tant d'années. Nous sommes beaucoup à connaître ces sentiments de revoir ces terres, ces montagnes qui nous ont vus naître, qui nous serrent le cœur et les tripes quand nous foulons nos terres ancestrales. Jamie, rien qu'à l'expression de son visage, traduit ces émotions itinérantes à beaucoup d'entre nous. C'est sublime. Je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne soirée, merci Antonia. Émotion quand tu nous tiens, j'ai envie de dire en écoutant ton commentaire. C'est vrai qu'on est passé par pas mal d'émotions, mais globalement c'est vraiment le mot qui résume, je pense, l'épisode. Il ne nous laisse vraiment pas indifférents. Je vais vous proposer d'écouter Martine. Martine qui nous a manqué ces 2 derniers décryptages. Et la revoilà. Allez, on y va. Bonsoir Aurélie, bonsoir à toutes et tous, Martine S. Merci pour les explications de la title card que j'avais pas comprise. Donc, belle réalisation, merveilleuse, focalisée sur Claire et Jamie. Mais les scènes du XXe siècle sont synthétiques et très claires. Alors, mon flop, les allumettes, qui sortent d'on ne sait où. En revanche, j'ai plein de coups de cœur. Donc, d'abord, Claire qui injurie Jamie blessé à cause de sa peur. La citation de Robert Browning, qui n'est pas encore né quand Jamie, Claire et Benedict Arnold philosophie. Moment poignant. Jamie au chevet de Simon Fraser, où la guerre là n'est plus de mise et à l'aube de la mort, Jamie a les mots justes pour le départ de son cousin. J'ai trouvé ça très très poignant. De la même façon, la rencontre William et Jamie, quand il lui rend son chapeau, Jamie reste humble, respectueux, avec son fils qui ne sait pas encore la vérité. C'est vraiment très très poignant. L'arrivée en Écosse aussi très très forte en émotion, avec un Sam Ewan qui joue divinement bien. Et en fait, ce que j'ai bien aimé également, c'est la magnifique interprétation vocale de la chanson finale qui, je trouve, est merveilleuse et que je préfère à celle de Sinéad O'Connor, mais là, ce n'est que mon point de vue personnel. Voilà. Et tous les points de vue sont bons à entendre, Martine. Tu as tout à fait raison de l'exprimer. De toute façon, tu n'es pas la seule. Vous l'avez forcément lu aussi. Sinéad O'Connor, ça a été beaucoup critiqué. Oui. En revanche, il est clair que le chant final de Grioguer, Labroue, je crois que c'est comme ça qu'on dit, il y a quand même une petite unanimité. Mais c'est lié, c'est un chant historique, donc voilà. La voix, évidemment, l'instrumentation qui a été faite par Bert McCreary, cet élan d'Écosse, enfin voilà, je pense qu'il y a tout là, il y a tout dans cette musique pour qu'elle nous rassemble. Et on y va tout droit en Écosse. Merci Martine. On écoute Michel. Hello les addicts, c'est avec un pincement au cœur que je vous livre mes impressions sur cet épisode magnifique. Beaucoup de scènes mettant en présence les principaux personnages de cette moitié de saison, où l'émotion est bien présente, avec une belle palette de sentiments. Peur et colère mélangées pour Claire vis-à-vis de son satané mari, et pour Brie et Roger depuis l'enlèvement de Jem. Désillusion pour Denzel remettant en question sa vocation de chirurgien. De l'amour naissant entre Rachel et Yann, de la tristesse et de la nostalgie pour Jamie veillant son cousin Simon et lui apportant un peu de paix durant ses derniers instants de vie, et celle de William qui perd son mentor.
de la haine de Benedict Arnold pour le général Getz qui le fera basculer dans l'autre camp, de la stupéfaction et du désarroi de Jamie en imaginant qu'il aurait pu tuer son fils en modifiant la direction de son tir pour épargner son cousin, du soulagement de Jamie de savoir que grâce à la reddition, William ne sera plus en danger, de la détermination de Roger de quitter son époque, accroché aux épaules de Buck, de la joie pour Jamie et Claire d'apprendre leur retour en Écosse. Nous allons quitter Outlander pour quelque temps, après une scène finale magnifique et émouvante, servie par un chant gaélique rempli de douceur. Et cette dernière image du visage bouleversé de Jamie, voyant apparaître les côtes écossaises. Bonsoir les addicts. Merci Michel. Alors toi, tu nous as fait le dictionnaire des émotions de l'épisode. Eh ben merci, super résumé. Beaucoup en ont parlé avant, mais là c'est la récap. Donc non, c'est super. Merci pour ton travail de synthèse. Merci pour tes commentaires. Je suis pas sûre que tu en aies loupé sur ces 8 décryptages. Donc merci pour ta fidélité, Michel. Je sais que tes commentaires sont très appréciés. Je vous propose qu'on écoute Aline. Et Aline, c'est une grande première et je la remercie déjà d'avoir osé prendre le micro suite à mes encouragements. On t'écoute, Aline. Bonjour Aurélie et les addicts. Pour moi, n'ayant pas lu les livres, ce qui me surprend dans les 2 derniers épisodes, c'est qu'on situe souvent le nom de Cameron. Il a été situé la première fois par Jimmy lorsque Claire lui demande de lui parler de sa tante Jocasta et qui lui dit qu'elle a été mariée à 3 Cameron. Puis après, on voit réapparaître ce nom sur la pancarte de l'agence pour la vente de la Librock. Et pour finir, le collègue de Brianna qui s'appelle Rob Cameron. En plus, qu'il a l'air d'être bien au courant de où se situe le passage des pierres. Ce nom peut être cité à une histoire, je veux dire, il y a bien une histoire sur ce nom, quoi. Puis je ne comprends pas le comportement de William par rapport à Jamie. Lorsqu'il lui donne son chapeau, il ne le reconnaît pas et pourtant il a bien reconnu Claire lorsqu'elle était prisonnière. Je ne cite pas les beaux tête-à-tête entre Jamie et Claire car je pense que d'autres le feront. Moi j'ai bien aimé comment Claire défendait Jamie avec son épée et les mots vulgaires qui sortaient de sa bouche. Là encore, on sent tout l'amour qu'ils ont, heureusement, qu'il a une suite, car la fin de cette série nous laisse encore avec beaucoup d'interrogations. Alors, Aline a été coupée, elle m'a envoyé un mail pour me donner la suite de son intervention. Alors, je vais la lire. Donc, elle dit, heureusement qu'il y a une suite, parce que tout ça nous laisse avec beaucoup d'interrogations sur le retour en Écosse et les retrouvailles de ceux qu'ils ont quittés. Et puis, il y a aussi la suite par rapport au passage des pierres de Roger. Merci Aline, merci pour ce premier commentaire. Effectivement, Cameron, tu t'interroges, tu n'es pas lectrice, mais tu as raison. Ça pose question, le nombre de fois où ce nom de famille apparaît dans la saga. Alors bon, c'est un nom qui était très répandu en Écosse, mais tout de même. Alors on verra si ton intuition t'a guidé sur de bonnes pistes. Écoutez, je vous propose qu'on écoute maintenant Nadine. Et voilà, nous y sommes, la fin de cette première partie de saison. C'est un épisode encore plein d'émotions. C'est pour moi le meilleur, car on a un panel de sentiments qui vont de la colère, celle de Roger envers Cameron, de la tristesse aussi quand on voit Ian obligé de laisser son fidèle compagnon, dans de très bonnes mains heureusement, mais aussi de l'inquiétude avec la rencontre de Rachel et Archibald. L'expression du visage de cet homme ne me dit rien qui vaille. J'ai pensé secrètement, allez Jamie, prends ton fils dans tes bras, mais c'est impossible, vraiment trop injuste la vie. Et enfin la joie immense en voyant les côtes écossaises et le regard de nos héros plein d'espoir. Je veux remercier encore Aurélie pour tout le travail accompli. Bisous les addicts. Un grand merci Nadine, merci vraiment beaucoup. C'est un plaisir ce que je fais autour d'Outlander, vous le savez, mais oui, c'est sûr.
c'est du travail, un peu. Je voulais rebondir sur ton commentaire pour préciser. Je sais plus si je l'ai fait dans le fil du décryptage, mais là, on est en attente, on est projeté vers la partie 2, dont on attend des nouvelles, évidemment. Pour information, j'ai mis en ligne un article qui synthétise toutes les infos qu'on a sur cette deuxième partie de saison 7. C'est sur mon site internet www.outlander-addict.com. Vous verrez, j'ai mis les noms des scénaristes, les petites photos qu'on a, enfin on n'en a pas d'ailleurs, vidéos, des infos, voilà. Et je compléterai au fur et à mesure, c'est surtout ça que je voulais vous dire, c'est que peut-être que vous avez déjà toutes ces infos, mais ça va être amené à être complété. Oui, il y a les titres des 4 premiers épisodes, je crois, de cette deuxième partie, par exemple. Voilà, donc www.outlander-addict.com. Il reste à écouter 2 commentaires. Et je vais vous passer celui de Florence, grande première. Merci Florence. Le 708 est pour moi un épisode magistral et figure dans mon top 3, toutes saisons confondues. Immense coup de chapeau aux scénaristes et aux réalisateurs. Je retiens tout d'abord la scénographie. 2 couleurs prédominent dans cet épisode qui est d'une beauté visuelle époustouflante. Le bleu, les premières images s'ouvrent sur un contraste entre l'horreur du champ de bataille et un temps superbe, ce serait presque paisible. Puis l'image splendide de Claire et Jamie quittant ce lieu sous un ciel bleu pastel magnifique. Et dans la scène finale, le bleu des vêtements de Claire et Jamie, celui de la mer, du ciel, des côtes écossaises, et le bleu des yeux de Sam embués des larmes. Le jaune ocre, Claire se lavant les mains sous la tente avant d'opérer Jamie, on dirait un tableau de Vermeer. La belle lumière des feux de camp, des bougies et des tentes qui confèrent une atmosphère très chaude. Deuxième point, tout dans cet épisode nous rapproche petit à petit de l'Écosse et ça j'adore. Claire disant à Jamie « Fais de beaux rêves mon amour, tu peux courir après les lapins maintenant. » Cela m'a rappelé le lapin d'après la bataille à Culloden. Le kilt de Jamie, les cicatrices de Morgan qui ravivent la douleur enfouie de Jamie, la visite à Simon Fraser mourant et la coutume de laisser la porte ouverte, les nombreuses sonorités écossaises entendues dans l'épisode, le gaélique, Yann qui appelle Rachel ma chérie, et Jamie et Simon Fraser qui échangent quelques mots lors des derniers instants. La vue aérienne du bateau qui les emmène en Écosse rappelle également celle du départ pour la France en saison 1. Merci Florence, finalement tout a tenu en 90 secondes, même si tu l'as dit et je le dis pour les addicts qui t'écoutent, ton débit de parole est beaucoup plus rapide que celui que tu emploies habituellement. Donc merci pour ta synthèse et j'adore ta première partie sur les images, sur les couleurs, sur les bleus, les ocres, c'est super. Merci Florence, vraiment. Il nous reste à écouter Sylvaine et elle aussi a dit qu'elle était partie au cheval de course là pour son commentaire, donc excusez-la d'avance, elle s'en excuse auprès de vous. Bonjour Aurélie, bonjour les addicts. Quel magnifique épisode, avec une superbe utilisation de la lumière et dont le titre anglais me semble des plus appropriés, aussi bien du point de vue des spectateurs, nous sommes bien au tournant de la saison 7, que du point de vue historique, tournant de la guerre, sans oublier celui que vivent les personnages, retour en Écosse pour Claire, Jamie et Yann, la relation Yann-Rachel, la séparation de Roger et Brie, la traîtrise de Benedict Arnold. Même si l'intrigue de Roger et Brie me passionne beaucoup, j'ai vraiment apprécié que cet épisode se consacre davantage à l'histoire de Claire et Jamie, à cet amour immuable, inébranlable, malgré les années. Leur courage, leur détermination face aux événements force l'admiration. Chacun à sa manière tente de sauver des vies. L'interprétation de Sam et Kate me donne toujours des frissons. Il y a de magnifiques scènes entre eux bien sûr, mais d'autres me viennent à l'esprit. Notamment la deuxième scène entre Rachel et Yann, l'effet de clair-obscur est superbe, on dirait un tableau de Delatour, et celle entre Jamie et William, aussi courte soit-elle. Tout est superbement bien joué, mis en scène et en lumière. Les scènes de bataille sont d'une grande intensité, voir Jamie monter à l'assaut de la redoute en kilt, jouissif. Les slow motions bien exploités. Du côté du XXe siècle, la tension est également à son paroxysme et très bien interprétée. Quel déchirement pour Roger et Brie, obligés de se séparer alors qu'ils venaient tout juste de prendre leur marque. Bref, un épisode épique, romantique, dramatique, comme je les aime, et une première partie de saison à la hauteur de mes attentes. Voir ces 3 couples évoluer en parallèle à des stades différents de leur relation est également et vraiment intéressant. Bonne soirée à vous. Merci Sylvaine, merci à toi. Et décidément, avec les addicts, on voyage aussi parmi les peintres, Vermeer, Delatour. Vous voyez un peu les références, j'adore.
Merci pour ça les filles. Et toi, tu as cité, Sylvain, je ne l'avais pas fait dans le décryptage, tous les tournants que connaissent les différents personnages. Ouais, merci pour ça. Et alors, je voulais aussi remercier, pas Sylvain, Violaine, ça rime, pour la magnifique illustration qu'elle a faite spécialement pour vous, pour moi, pour nous, pour illustrer ce décryptage et cette partie des commentaires vocaux. Évidemment, on adore cette scène. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment des scènes qui sont un cran en dessous dans l'épisode? Je suis pas sûre. Hein. Ça s'enchaîne divinement bien, c'est magnifique. Donc merci pour ton cadeau, pour tes cadeaux tout au long de cette saison de décryptage de première partie de saison 7, Violaine. Vous la connaissez hein, maintenant, si vous avez l'habitude d'écouter les décryptages, vous la retrouvez sur Instagram, sur Facebook, sur sa communauté Patreon, où elle partage des super moments aussi avec avec ses addicts. Je ne sais pas comment elle les appelle, il faudra que je lui demande d'ailleurs. C'est des rendez-vous Discord où les idées fusent et où elle dessine en live tout en discutant donc, autour de la série, hein, bien sûr. Des très très bons moments. Voilà, c'en est fini pour les commentaires vocaux. On passe à la conclusion. Après tous ces beaux commentaires, que dire? Il faut conclure. Je trouve dommage, je vais vous parler musique, je trouve dommage que nous n'ayons que 3 titres de la bande musicale. Pour la saison 1, l'autre saison de 16 épisodes coupés en 2, il y avait eu 2 albums musicaux. Et là, j'ai bien peur quand même que nous devions attendre et que nous devions nous résoudre à une sortie de bande originale avec la deuxième partie, en fait, hein, autour de cette diffusion, un peu après avant. C'est dommage parce qu'on aurait pu passer une partie du Droughtlander avec cette belle musique dans les oreilles. Bon. Et dans la même veine, hein, on a eu bien peu de croquettes depuis la fin de la diffusion de cette première partie, et c'était mi-août déjà. On est mi-janvier. Alors quand même un petit scoop, je sais pas si certains l'ont entendu ou lu. J'ai lu dans une interview qu'il y avait une scène coupée entre Roger et Claire. Donc lorsque les Mackenzie sont encore au 18e, donc probablement une scène qui était prévue pour le 2e épisode, je pense. Et c'est une scène où Claire parle du père de Roger, à Roger. Ce sera intéressant de la voir. J'espère qu'ils la mettront dans les DVD ou peut-être qu'ils l'incluront. Je sais pas. En tout cas, ce serait une scène du livre qui n'a finalement pas trouvé sa place dans l'épisode. Elle pourrait être réutilisée, pourquoi pas, dans la deuxième partie de la saison 7, en flashback ou... Bon, on verra. Quand les auteurs, les scénaristes sont entrés en salle d'écriture pour préparer la saison 7, ils pensaient que ce serait la dernière. Hein. On l'a beaucoup dit, ils l'ont répété. Et la saison 8 a été confirmée. Ils étaient déjà très très avancés dans l'écriture. Alors ils ont pu réorienter puisqu'ils avaient plan A, plan B. Plan A, saison 7 c'est la dernière, et plan B on valide une saison 8. Mais dans tous les cas, là, dans les premiers épisodes, ils ont mis beaucoup d'émotions et ça se ressent vraiment là dans cette première moitié. Même si évidemment il y a des épisodes plus puissants que d'autres. Il y en a qu'on préfère, et ça c'est normal, Il faut quand même à un moment donné poser des intrigues. Et poser des intrigues, il faut expliquer, et quand on explique, voilà, c'est pas toujours émouvant. Moi je trouve qu'Outlander est vraiment très bonne, très très bonne, quand elle nous parle d'Écosse, de magie, de voyage dans le temps, de racines, de famille, et quand elle joue avec nos perceptions des personnages. Et à ce titre, la deuxième partie va probablement atteindre des sommets. En tout cas, c'est la promesse des auteurs et des acteurs. Tous ont dit que ça allait être encore plus épique, encore plus dramatique. Et oui, je pense, je sais, je connais les livres, qu'on va avoir des choses... on va avoir du mal à s'en remettre. Je suis curieuse de ce qui va arriver à Roger et Buck. Ils sont partis par Craig Nadoun, théoriquement au 18e, mais quand exactement? Vu les annonces de casting, Gaylis, Dougal, le père de Jamie, Lyrie, se pourrait-il que nous revoyons des scènes que nous avons déjà vues en saison 1 ou 2? Imaginez la dinguerie. Là, je suis dans le délire, mais imaginez. Les mêmes scènes, certaines scènes, d'un autre point de vue. Scène de fou. Et avec Roger qui regarde le truc se passer, ou je sais pas.
Bon, allez, je m'emballe, j'avoue. Voilà l'effet que produit sur moi le Droughtlander. Il est temps qu'il se termine. Comme vous, j'en peux plus d'attendre la suite. Je veux une date pour me projeter. Alors, comme je l'ai dit en début de vidéo, je vais être à vos côtés pour occuper notre Droughtlander, vous le savez peut-être. Vous me trouvez sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, notamment, ça c'est sur le réactif, on va dire, Facebook. Là, quand je vais vous faire passer une info, c'est Facebook. Allez, en parallèle, Instagram, pour le repartage, notamment en story. YouTube, c'est pour surtout de la création de vidéos, de la traduction. Et Patreon, voilà, c'est mon petit écrin. Quand YouTube me permet pas de publier, par exemple, mais que je veux vous mettre à dispo des vidéos, et puis des contenus exclusifs. Voilà, nos visios, nos book clubs. Je publie souvent des contenus nouveaux. Hein, je préfère la création au partage pur et simple de story d'un acteur, par exemple. Je suis constamment à l'affût de nouvelles, d'actualités, ou en création de contenu, je vais le dire. Et je voulais remercier tout particulièrement mes amis de deveniraddictofficiel.com qui rendent tout cela possible. Mes vidéos décryptage et traduction sont disponibles gratuitement pour tout le monde sur YouTube et sont en grande partie grâce à mes amis Addict Officiel sur Patreon. Alors vous pouvez vous aussi devenir Addict Officiel pour la toute petite somme de 3 € par mois. Donc si ma présence à vos côtés durant cette première moitié de saison 7 vous a apporté des sourires, du plaisir, que vous adorez mes traductions, que ça vous permet de comprendre ce que disent les acteurs, les auteurs, pensez à nous rejoindre pour le prix d'une tasse de cappuccino. Vous accédez aussi à des contenus que je ne publie nulle part ailleurs. Voilà, c'est gagnant-gagnant. Et puis ça fait clairement la différence, ça m'offre le temps de prendre soin de vous. Je ne suis pas du tout sponsorisée, voilà, j'ai personne. Je suis totalement autoproduite, et ce depuis 2019. Mes contenus sont le fruit de nombreuses heures de travail passionné, méticuleux et investi, et j'ai envie de continuer à créer du contenu de qualité. Alors une adresse www.deveniraddictofficiel.com, que ce soit pour 1 mois, 2 mois, 1 an ou plus, n'hésitez pas à rejoindre les 100 et quelques addicts officiels qui me soutiennent et que je remercie du fond du cœur, et plus spécialement les addicts passionnément à la folie, Joanie, Muriel, Martine P, Monique, Séverine, Martine S, Fanny, Sylvaine, Jessica, Nadine, Sandrine, Brigitte, Patricia, Gérard, Claudie, Claire, Karine, Patrice, Agnès, Martine B, Marie-Laure, Nicole, Michel, Béatrice, Maïté, Stéphanie, Sylvie, José, Josiane, Martine T, Georgette, Isabelle, Fatma, Jacinthe, Aline et Lisiane. Un grand merci, un très grand merci à vous tous qui m'avez suivi sur ces décryptages de la saison 7. J'espère pouvoir me retrouver très vite derrière ce micro pour vous parler de la suite. À commencer, pourquoi pas, par le générique ou la bande-annonce de la deuxième partie. Restez connectés. À très bientôt. Prenez soin de vous.